Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo portant sur le chapitre 5 de mécanique, sur le mouvement de particules chargées dans un champ électromagnétique. Alors dans cette vidéo, complément de cours, on va pouvoir aborder le principe d'un spectromètre de masse au travers de l'étude d'un calutron. Avant de commencer, il faut déjà comprendre à quoi peut servir industriellement un calutron. Et pour cela, il faut d'abord expliquer ce qu'est l'enrichissement de l'uranium. Alors dans la nature, l'uranium se présente sous la forme de deux isotopes. L'uranium 238, qui est présent à 99,2%, et l'uranium 235 à environ 0,8-0,12%. Or, dans l'industrie, la plupart des réacteurs nucléaires utilisent de l'uranium faiblement enrichi en uranium 235, de l'ordre de 3 à 4% d'uranium 235. Pire, dans les applications militaires, cet uranium n'est pas enrichi à 3 ou 4%, c'est encore plus difficile d'obtenir de l'uranium hautement enrichi, puisqu'il est enrichi à hauteur de 90% en uranium 235. Donc on l'a vu, pour pouvoir utiliser cet uranium dans nos centrales, on a besoin d'enrichir l'uranium. Or, chimiquement, en fait, deux isotopes vont avoir le même comportement. Il faut donc utiliser des propriétés qui permettent de séparer d'une part l'uranium 235 et de l'autre part l'uranium 238. Et pour ce faire, en fait, on va utiliser dans le cas du calutron, qui utilise le principe du spectromètre de masse, le rapport Zm, donc le rapport charge sur masse. En effet, on va venir accélérer, en fait, on va venir ioniser nos atomes d'uranium. Ces atomes d'uranium donc, vont perdre un électron. On va venir les accélérer. Et comme ils vont avoir une accélération différente du fait de leur masse, lorsqu'on va les faire entrer dans un champ magnétique, leur rayon de courbure va être différent. Et le rayon de courbure de l'uranium 235 sera plus faible que le rayon de courbure de l'uranium 238. On va donc pouvoir isoler, en récupérant là où tombe l'uranium 235, on va pouvoir isoler notre uranium et l'enrichir en uranium 235. L'image que vous voyez à droite, c'est le premier calutron qui a été utilisé lors du projet Manhattan, qui a permis aux Américains de développer l'arme atomique. Alors, pour ce faire, la première question qui nous est demandée, c'est de donner la définition d'un isotope et aussi de donner d'autres exemples d'isotopes que l'uranium. Et ensuite, on nous demande si chimiquement, deux isotopes ont-ils les mêmes propriétés. Alors, on va définir un élément chimique par le nombre de protons. Donc, élément chimique est égal au nombre de protons. Deux atomes du même élément, imaginons deux atomes cette fois-ci du même élément, donc avec le même nombre de protons, ils peuvent avoir deux nombres de neutrons différents. Et s'ils ont deux nombres de neutrons différents, c'est qu'ils sont isotopes. Donc c'est-à-dire que c'est le même Z, donc le même nombre de neutrons, mais un nombre de nucléons, donc qu'on note A, qui est proton plus neutron, qui va être différent. Et si c'est le cas de ces deux atomes, on dit qu'ils sont isotopes. On peut citer dans la nature le carbone 12 ou le carbone 14, qui sont chacun deux isotopes du carbone. Alors, oui, donc au premier ordre, en fait, on va pouvoir dire que deux isotopes ont les mêmes propriétés chimiques, car ils vont avoir le même nombre de protons et d'électrons. Et donc c'est le nombre d'électrons qui fait la propriété chimique, enfin de protons et d'électrons qui fait les caractéristiques chimiques d'un élément. La seconde question qu'on nous demande, c'est de donner la composition du noyau de l'uranium 238 et de l'uranium 235. Donc dans le cas de l'uranium 235, on va avoir 92 protons et 143 neutrons. Tandis que dans l'uranium 238, on aura aussi 92 protons, comme ils sont isotopes, et 146 neutrons. Très bien.
Donc là, je vais présenter brièvement en fait, le principe de fonctionnement d'un calutron, d'un spectromètre de masse. Donc, on introduit à l'entrée de notre calutron de l'uranium qu'on a vaporisé. Donc de l'uranium sous phase gazeuse de concentration 92,3% d'uranium 238 et 0,7% d'uranium 235. On vient ioniser cette vapeur et on vient propulser les atomes dans deux électrodes qui vont produire un champ électrostatique qui vont venir accélérer nos ions. Ces ions vont être accélérés, donc ils vont avoir la même énergie potentielle, puisqu'ils auront la même charge et ils seront accélérés par la même tension. Mais comme ils seront de masse différente, ils auront deux vitesses différentes. De ce fait, quand on va les introduire dans une chambre où régnera en fait un champ magnétique, donc là il y a un champ magnétique dans cette chambre, et bien en fait ils ne vont pas avoir le même rayon de courbure. Et donc on va pouvoir récupérer d'un côté l'uranium 235 dans un réceptacle et l'uranium 238 dans un autre réceptacle. Très bien. Donc la troisième question, c'est quel doit être le signe de la différence de potentiel entre les électrodes accélératrices. Donc on veut que nos électrodes puissent accélérer nos ions. Donc on sait que les atomes sont ionisés. Ionisés. Ça veut dire qu'ils perdent, c'est une perte d'électrons. C'est-à-dire que leur cortège électronique va avoir moins d'électrons. Donc, les ions seront chargés positivement. En écrivant le théorème de l'énergie mécanique, on n'a que la différence entre EM, enfin de la différence d'énergie mécanique, c'est la différence d'énergie cinétique plus la différence d'énergie potentielle. Alors on a pu voir dans le chapitre que la force électrostatique dérivée d'un gradient d'énergie potentielle, c'était bien une force conservative. Donc on peut appliquer le théorème de l'énergie mécanique. Il n'y a pas de force non conservative. Donc la différence d'énergie mécanique entre le début de des électrodes et la fin des électrodes est donc égale à 0. Donc on a EC2 moins EC1 plus QVG2 moins VG1 avec VG1 en fait la tension dans la première électrode et VG2 la tension dans la seconde électrode et on aura donc une différence le potentiel et donc on aura une différence de potentiel, une tension. On veut donc que EC2 qui est égal à QVG1 moins VG2. Comme on suppose que EC1 est égal à 0, on considère que les ions n'ont pas réellement de vitesse avant d'arriver dans les fentes accélératrices. On veut donc que EC2, donc en sortie des fentes accélératrices, soit supérieur à 0. Or, Q est positif, comme les ions sont chargés positivement. Et donc on veut que VG1 soit supérieur à VG2. Donc, VG1 est de signe positif alors que VG2 est négative. Ça signifie que le champ électrostatique va toujours vers les potentiels décroissants. Donc selon UX, il va du plus vers le moins. Donc le champ électrostatique, il est comme ceci. Très bien, donc la quatrième question, elle nous dit de donner la vitesse U1 et U2 de respectivement l'uranium 238 et l'uranium 235 lorsqu'ils parviennent en O2 en fonction des masses et de U, donc VG1 moins
Vg2. Et donc on a vu que lorsqu'on fait une conservation de l'énergie mécanique, on peut écrire que EC2 c'est Q Vg1 moins Vg2. Et donc on peut écrire que c'est QU. Et donc comme l'énergie cinétique c'est 1 demi de mv carré, c'est égal à QU. Et on peut isoler la vitesse qui est égale à racine carrée de 2QU sur M. Très bien. Donc la cinquième question qui nous est demandée, elle nous dit que l'énergie cinétique acquise par les ions en O2, donc à la fin des fentes accélératrices, est de 15 kV. Et là on veut en déduire la valeur de U et faire l'application pour les vitesses. Alors, là je juste ça c'est une image qui n'a aucun rapport, donc je vais enlever les valeurs. Donc on a que EC sur Q est égal à U. Et ça on sait que c'est 15 kV. Alors, donc en faisant... oui voilà, on sait que c'est l'énergie... Donc, enfin, non, comment dire, excusez-moi. Donc si l'énergie cinétique c'est 15 kV, comment on fait pour revenir à la valeur de U? Donc on a EC est égal à Q. Et donc EC sur Q est égal à U. Et là, comme ça nous arrange bien, Q c'est 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Et c'est à partir de là que définit l'électronvolt. Et donc on peut dire que U c'est 15 kV. Et donc comme U c'est 15 kV, on peut calculer en utilisant les formules qu'on a déterminées là, que la vitesse de l'uranium 235, ça va être de 110,6 km/s, alors que la vitesse de l'uranium 238, ça va être de 109,9 km/s. Très bien. Là, on va se poser une question. C'est quel doit être le sens du champ magnétique dans la chambre de déviation pour que les ions puissent atteindre le réceptacle. Donc là, on a X, Y et Z qui pointent vers nous. Donc on a que la force magnétique, F mag, c'est QV scalaire B. Donc on a Q, V qui va pointer selon UX, donc c'est V, 0, 0, scalaire B, et donc on sait pas en fait, on veut savoir on sait pas dans quel sens va pointer B, mais on sait que B doit être selon UZ. Si la force, en fait on sait que la force, en fait on a BX, BY, BZ, qui est donc égal à F mag. En fait, F mag doit être suivant UY plus. Et donc, pour que ce soit le cas, il faut nécessairement que B soit contenu seulement dans Z. Et donc, en calculant ce produit vectoriel, on va avoir que F mag, ça va être 0, 0, 0 selon X, moins QV, BZ, 0. Or, comme F mag doit être dirigé selon UY, ça signifie que BZ est négatif. Et donc, B
doit être dirigé vers les Z décroissants. Et donc, B ne pointe pas vers nous, il pointe suivant les Z décroissants. Très bien. La 7e question, elle nous dit donc déterminer la trajectoire d'un faisceau d'ion d'uranium-235 dans la zone du champ magnétique et donner le rayon de courbure en fonction de la masse, de E, de la tension U et de B. Et faire de même avec l'uranium 238. Donc, on va supposer, comme on a pu voir dans le chapitre de cours, que la trajectoire, c'est un cercle de rayon R est parcouru de façon uniforme. Ce qui signifie donc que le vecteur position, c'est R, RUR, selon UR. Le vecteur vitesse, en prenant R constant, on peut écrire que c'est R θ point selon Uθ. Et le vecteur accélération, c'est moins R θ point carré selon UR, plus R θ point point selon Uθ. On peut donc écrire notre force magnétique, donc c'est E, donc, qui est la charge Q positive, V scalaire B, c'est donc E0 R θ point 0, produit vectoriel 0, 0, B. Qui est donc égal à moins, donc qui est égal à plus E R θ point B selon UR. Très bien, donc là on a la force qui est dirigée selon UR. Et donc en écrivant le PFD, donc on a MA est égal à la somme des forces. La seule force c'est la force magnétique. On a donc moins MR θ point carré M selon UR, MR θ point point selon Uθ et 0 selon UZ, qui est égal à moins, donc qui est égal à... Attendez, je me suis trompé. Oui, c'est pas, en fait c'est moins B ici. Donc là on a un moins qui est égal à moins E R θ point B 0 0. Et donc en regardant seulement UR, on enlève les moins, MR θ point carré qui est égal à ER θ point B. On peut simplifier les R, enlever θ point là, et écrire que θ point c'est EB sur M. Or on sait que la vitesse, c'est V ici est égal à R θ point. Donc on peut écrire que la vitesse c'est R θ point, et c'est donc égal à R EB sur M. Et donc que comme la vitesse en fait est constante, parce que la force magnétique ne travaille pas, donc on sait que la vitesse c'est V0 en fait. C'est V0, c'est la vitesse qu'on a à la sortie des fentes accélératrices. On peut donc écrire que R c'est M V0 E sur B. On connaît la valeur de V0 qui est 2QU sur M fois M E sur B. Et on peut donc simplifier cette expression pour écrire que R c'est 1 sur B racine carrée de 2UM sur E. Et donc là on a bien exprimé notre rayon de courbure en fonction du champ magnétique de U, de M et de E.
La 8e question qui nous est demandée, elle nous demande donc que le réceptacle de l'uranium-235 est placé à une hauteur de 940 mm par rapport à O2. Donc là, on avait calculé 15, je vous rappelle. Et on se demande quelle doit être donc la valeur du champ magnétique pour que notre uranium-235 arrive dans son réceptacle. Donc on a H qui est égal à 940 mm. Donc là, on a 940 mm. Et ça correspond donc à 2 fois le rayon de notre cercle. Si H est égal à 2R, on a donc H est égal à 2B, 2UM, 2UM sur E, et donc B, qui est égal à 2H racine carrée de 2UM sur E, et donc on peut calculer, je vous laisserai faire l'application numérique, que le champ magnétique est égal à 0,577 Tesla, environ 0,06 Tesla. Très bien, donc la 9e question, elle nous dit que la fente du réceptacle de l'uranium-235 mesure 4 mm. Est-ce qu'on peut y avoir une séparation isotopique? Donc on va calculer le H. Calculons H de l'uranium-238. On a vu que H c'est 2R. Et si on fait donc l'application avec la masse, donc c'est donc 2 sur B racine carrée de 2 UM sur E. Si on fait l'application avec la masse de l'uranium 238, donc la masse va être un peu plus élevée, on va avoir que H, ça va être 946 mm. Et là, on voit qu'il y a donc 6 cm d'écart. Il y a 6 mm, excusez-moi, 6 mm d'écart. C'est-à-dire que la fente, en fait, est suffisamment grande pour qu'il y ait une séparation isotopique. Vu que la fente mesure 4 mm, il y a suffisamment d'espace pour séparer efficacement l'uranium-235 et l'uranium-238. La 10e question et la dernière question, elle nous dit que le faisceau du calutron est de 10 mA. La source, donc à 0,7% d'uranium-235, et quelle quantité d'isotopes notre système peut-il isoler en une année? Et donc on a Q qui est égal à I delta T. Donc si on fait un calcul avec delta T sur l'année, on obtient que Q, donc notre charge totale, c'est... Excusez-moi, j'ai eu une coupure d'enregistrement. Donc je reprends. Donc on a Q est égal à I delta T, avec delta T, donc le temps qui s'est passé sur l'année. On peut déterminer que Q total sur l'année, ça va être environ 3 millions de coulombs. Je vous ai mis la valeur du nombre de coulombs ci-dessous. De ce fait, on a donc que le nombre, du coup, la quantité de matière d'uranium-235 qu'il est possible de récolter, c'est donc Q sur E, avec Q, la charge totale divisée par E, ça nous donnera le nombre, en fait, d'atomes d'uranium total qu'on peut traiter, fois 0,07, qui est la proportion 0,07, excusez-moi, qui est la proportion d'uranium naturel, d'uranium 235, divisé par Na pour avoir le nombre de moles. Et on va pouvoir déterminer que c'est environ 0,22 moles, ce qui représente une masse d'environ 52 grammes d'uranium 235. Pour un ordre de comparaison, dans un réacteur nucléaire, il y a grosso modo 100 tonnes d'uranium, de dioxyde d'uranium, enrichi à hauteur de 3%, donc c'est 3 tonnes d'uranium 235. Donc avec cette méthode, en fait, on est très très loin
de pouvoir combler les besoins d'une industrie nucléaire. Donc je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt.